Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la quatrième étape de Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a été chaud pour le peloton, mais on a quand même eu un sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Internet était là aujourd'hui. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment les vidéos cyclisme, il y a différentes playlists qui sont disponibles. Et puis, vous pouvez également, si vous avez les moyens, faire un super thanks si vous voulez soutenir mon travail. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Tirreno Adriatico 2024, étape numéro 4. Gros suspense dans le final de cette journée parce qu'on avait une belle échappée. Aussi, un peu comme sur Paris-Nice, c'est que il y a beaucoup de coureurs qui ont eu du mal à supporter le passage à 1500 mètres d'altitude aujourd'hui. Alors on avait du Alexander Kamp, du Jonas Abrahamsen, on avait également Mirko Maestri, Davide Baïs également du côté de la Polti Cometa, et puis Quattorci et Alex Toldio qui eux avaient lâché un petit peu plus tôt dans le final, mais ces coureurs-là, ils ont tenu extrêmement longtemps. Ils ont même tenu jusque dans le dernier kilomètre avec Jonas Abrahamsen qui a été repris seulement dans le final. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a beaucoup roulé, aussi parce qu'il y a des sprinteurs qui n'ont pas apprécié le passage en haute montagne, c'est-à-dire que vraiment ce passage en début de journée dans la montée a fait extrêmement mal à certains coureurs qui ont eu du mal tout simplement à remettre la machine en route après la descente. Cavendish, par exemple, a été lâché assez tôt. Tim Merlier aussi a été lâché assez tôt, ce qui fait que les coureurs de ces équipes-là n'ont pas roulé. Et comme dans les autres équipes, on avait une échappée qui était très résistante et surtout, on a, je pense, laissé grimper l'écart un petit peu trop haut en termes de temps. Et il a fallu rouler, mais au bout d'un moment, on n'avait plus grand monde en termes de main-d'œuvre. Dans le dernier kilomètre, en plus, on se retrouve à avoir un Thomas Pidcock en tête de peloton. Mais on a vraiment l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il faut à ce moment-là de la course en tête de peloton. Surtout que dans son équipe, à part si on voulait tenter un coup avec Sheffield, sauf que Sheffield finit très loin. Donc je ne sais pas quelle était la stratégie. Ça a un peu désorganisé le groupe de tête, il faut bien le dire. Et puis après, derrière, le grand sprint avec la bagarre entre Milan et Philipsen. Tout ça emmené par les Intermarchés de William Girmay, mais William Girmay qui n'a pas réussi à s'imposer aujourd'hui. Elle prend la quatrième place de cette étape. Et puis on a noté également un Julien Lafilippe qui était bien positionné à l'approche du sprint, mais quand le sprint a été mis en route, on a bien senti qu'il avait du mal à avoir la caisse pour lancer ce sprint dans le final. On a senti que quand il a fallu mettre du braquet, là, ça répondait plus. C'était complètement éteint du côté de Julien Lafilippe. Il finit quand même devant Thomas Pidcock, qui finit un petit peu plus loin aujourd'hui. On peut être déçu également d'un petit Albanese, parce que j'en parle pas plus tard, mais qui prend seulement la 14e place de l'étape du jour. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, bien entendu, le vainqueur du jour, Jonathan Milan. Du côté de la Lidl Trek, il avait fini deuxième hier, où il y avait eu un gros travail de Jesper Stuyven. Il y a eu encore un gros travail du Belge qui est en forme, je trouve, parce que le travail qu'il abat pour Jonathan Milan, c'est pas Stuyven, pardon, c'est Edward Tunt. Je sais pas pourquoi j'avais Stuyven dans la tête. En plus, Stuyven, il est pas sur cette course-là. Il y a eu également Gebre Zabier qui a fait des gros relais pour tenter de revenir. Lui, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'avait pas de contrat en début de saison, parce qu'il avait déjà fait un énorme boulot l'année dernière, notamment sur le Giro pour Mats Pedersen, où il roulait parfois pendant des longs bouts droits, un petit peu à la Team de Klerk. Je vois pas comment ça se fait qu'on a mis autant de temps avant qu'il récupère un contrat. Le coureur érythréen, il y a eu vraiment un moment où on s'est dit putain, il va pas avoir de contrat. Là, il a un contrat que d'un an en plus. L'Érythréen, je comprends pas parce que je trouve qu'il fait un super boulot en tant qu'équipier. Et il y a des équipes de sprinters qui devraient peut-être s'intéresser à ce coureur-là parce que pour rouler pendant des longs bouts droits, pour récupérer des échappées, c'est un coureur qui est très intéressant. Mais là, il a fait un énorme travail dans les portions de plat.
Et puis après, Milan, il a profité du travail des courants Intermarché comme Philipsen, mais il a mieux fini que Philipsen sur la fin de son sprint. Donc belle victoire de la part de Jonathan Milan qui a été salué par Caruso notamment, comme quoi on lui en veut pas trop du côté de la Bahreïn d'être parti chez Lidl Trek. Et on a dit grandissimo, je crois, à l'arrivée des mecs de la Lidl Trek. C'est très bien et pour l'instant, très belle régularité. 3 top 10 sur les 3 premières étapes et 3 podiums avec une victoire. Donc c'est plutôt un bon début de Tirreno Adriatico qu'il nous fait. Jonathan Milan, il avait déjà été très bon sur le Tour de la Communauté de Valence. Une victoire et il avait fini 5e de l'étape 1. Deuxième à Valencia sur cette journée-là. Il avait pris également l'échappée sur le Het Nieuwsblad en Belgique. On le reverra après Tirreno, c'est toujours intéressant. Bien entendu, Milan-San Remo pour Jonathan Milan, où là il faudra faire attention à lui quand même si j'ai peur que le Poggio soit un peu long pour le coureur italien. Et puis il y aura Gand ensuite à travers la Flandre, et puis le Tour des Flandres et Paris-Roubaix également dans ses objectifs avant d'aller sur le Tour d'Italie, où comme Ghana, il arrêtera après le Tour d'Italie pour préparer le cyclisme sur piste et la poursuite par équipe où les Italiens voudront conserver leur titre et peut-être aller chercher un record parce qu'on en veut toujours plus du côté de cette équipe d'Italie. On continue avec le déçu du jour parce que il s'est vu vainqueur tout simplement. Abrahamsen, il a résisté très très longtemps dans le final. Je pense qu'il a un peu joué avec ses coéquipiers dans l'échappée parce qu'il a voulu à un moment il a passé un peu moins des gros relais peut-être que d'autres de ses adversaires et collègues d'échappée. Ça m'en a fatigué son échappée à Abrahamsen, mais il a été assez formidable sur cette course. Voilà, il a tout donné, vraiment tout donné pour tenter d'aller au bout, et puis ça ne l'a pas fait. C'est dommage parce qu'après autant de kilomètres d'échappée, il y a 202 kilomètres d'échappée aujourd'hui pour Abrahamsen, c'est toujours frustrant de ne pas passer loin d'un super résultat qui aurait fait du bien en plus à la Uno X d'aller chercher une grande course, parce que la Uno X est un petit peu décevante, c'est-à-dire qu'il y a eu des grosses recrues qui pour le moment n'obtiennent pas forcément des gros résultats. Je pense à Kort Nielsen, je pense également à Lekne Sund, que j'attendais peut-être un peu plus performant en ce début de saison. Et du côté de notre ami Abrahamsen, le résultat est pas mal. Avec une 7ème place, mais forcément il voulait aller chercher un grand résultat, le coureur norvégien, qui a commencé en 2014 sa carrière. C'était il avait été dans une équipe qui s'appelait Motif 3 Pro Cycling Team. Il a rejoint l'équipe de développement Uno X en 2017 avant de rejoindre l'équipe 1 en 2021. Et donc ça fait depuis 2021 qu'il est dans cette formation. C'est-à-dire qu'il avait commencé, il avait 19 ans. Vu qu'il est né en 95, donc vraiment il était très 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 jeune à l'époque, Abrahamsen. Ça fait déjà donc 10 ans qu'il est dans les pelotons professionnels, alors qu'il a que 28 ans et qu'il aura 29, donc c'est assez rare. Et là, il n'est pas passé loin d'un gros résultat. Il avait quoi comme victoire jusqu'à maintenant ? Une étape sur le Tour de Malopovska. Il avait fini 3e l'année dernière d'une étape sur le Tour de France. Jonas Abrahamsen, c'était l'étape de Bourg-en-Bresse, dans cette fameuse échappée remportée par Kasper Asgreen. Le lendemain, il était encore parti en échappée du côté de Poligny, où il avait fini plus loin sur cette journée-là. Il y avait beaucoup de coureurs qui étaient partis en échappée sur l'étape de Poligny, pour ceux qui s'en souviennent, qui était très animée, l'étape ce jour-là. Et puis en termes de résultats, il avait fini 3e du classement de la montagne de la Crow Race également. Et puis voilà, c'était ces résultats. C'est un coureur qui part assez souvent en échappée. On l'a vu notamment cette année déjà en échappée sur l'étoile de Bessèges ou sur le Tour de l'Algarve aussi. Et il a remporté le classement de la montagne sur l'étoile de Bessèges, le coureur norvégien. Donc on espère que la prochaine fois qu'il sera dans une échappée, ça ira au bout, parce que là, c'est pas passé loin. Corbin Strong. Alors Corbin Strong, aujourd'hui, c'était vraiment l'étape
pour Corbin Strong. Corbin Strong, c'est comme Cosnefroy, c'est comme... ouais, c'est court. Il y a des coureurs comme ça qui ont un profil de course très restreint où ils peuvent performer. Tu sais, je dis toujours que Cosnefroy, c'est des courses où ça dépasse pas 8-9% de dénivelé positif, enfin 8-9% de pourcentage maximum, parce qu'au-delà, il est un peu en difficulté, quand c'est une arrivée un peu puncher. Donc ça fait des profils de course qui sont assez restreints. Bah, c'est pareil pour Corbin Strong. Parce que Corbin Strong, c'est c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui sait frotter, Corbin Strong, mais qui n'est pas un pur sprinter. On est plutôt sur un puncher qui a une bonne pointe de vitesse, sauf qu'en termes de puncher, il y a meilleur que lui. Et un peu comme Cosnefroy, quand on dépasse un certain niveau de difficulté, Corbin Strong, eh bien, il disparaît. Il n'est pas en capacité d'être là. Par contre, quand c'est tout plat, il n'est pas en capacité d'aller chercher les meilleurs. Donc c'est vraiment un profil très restreint. Et là aujourd'hui, c'est typiquement un profil où il pouvait être performant sur cette journée, Corbin Strong. Donc ça s'est bien passé pour le Néo-Zélandais. C'est sûr qu'on aimerait qu'il soit un peu plus polyvalent parce que Corbin Strong, encore une fois, il a déjà eu des résultats dans sa carrière. Corbin Strong, il a gagné notamment sur le Tour du Luxembourg, sur le Tour de Grande-Bretagne, deuxième du Grand Prix de Québec l'année dernière, par exemple, au mois de septembre. Vainqueur donc de la première étape du Tour du Luxembourg. J'ai un coup de mou là. Troisième également du circuit franco-belge, quatrième du Giro del Veneto. Mais c'est un coureur qui a du mal à avoir des résultats sur des sprints totalement à plat. L'année dernière, il avait couru 64 jours. Notamment, il avait pris une 9e place aux Champs-Élysées et à Limoges sur le Tour de France. Donc voilà, c'est un coureur qui a un profil qui est assez atypique. Par exemple, 13e aussi sur le Grand Prix Ouest-France. Donc c'est vraiment sur ces profils-là de course avec du dénivelé, mais pas forcément des gros pourcentages où il peut être performant. Et surtout, il faut qu'il y ait un peu de dénivelé positif. C'est-à-dire qu'en dessous de 2200-2300 mètres de dénivelé positif, pour Corbin Strong, c'est un petit peu compliqué pour aller jouer les sprints. Là, aujourd'hui, il y avait 3000, je crois, de tête. Il y avait 2923 voilà, de dénivelé positif. Là, c'est totalement dans les cordes d'un Corbin Strong, et lui il a bien géré la montée et la redescente également, parce qu'il fallait gérer également les changements de température entre le sommet où il faisait -1 où il y avait de la neige et la descente derrière où c'était pas évident. En vous prévenant, pour le moment sur Paris-Nice on sait toujours pas si l'étape d'Oron aura lieu, parce qu'on a un petit peu peur déjà de la descente de la Colmiane, mais aussi de la montée d'Oron, parce que la descente de la Colmiane, il semblerait qu'elle soit verglacée. Donc autant vous dire qu'avec des vélos, on ne peut pas la pratiquer. Donc j'espère qu'il y aura des informations d'ici demain matin, parce que ça serait quand même un peu dommageable que la présentation de l'étape soit pas bonne, parce que les informations transmises par ASO ne le soient qu'à la dernière minute. Je poursuis du côté de Tirreno Adriatico avec Philipsen. Régulier, Philipsen. Alors hier il est tombé. C'est quand même fort aussi pour les sprinters. C'est pour ça que je voulais le mettre en top. Je m'en souviens, j'espère Philipsen. Parce que, il y a 2 jours il gagne. C'est très bien. Il fait un super sprint à Follonica. Personne ne peut le suivre. Merlier ne peut pas le suivre. Voilà, il fait une erreur, il met quand même 2 vélos, 3 vélos à tout le monde. Sauf que hier il tombe, il se prend quand même une grosse tôle. Philipsen, il tombe vraiment fort. Il entraîne dans sa chute en plus les coureurs de la Cofidis. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Ça veut dire que il y a quand même un choc physique. Tu tombes au sol, t'as la peau qui est râpée. En plus là c'est tombé quand même à haute vitesse. Ils se sont pris la balustrade assez fort. Et le lendemain, malgré ce gros choc, malgré tout ça, tu arrives à repartir au combat, à prendre une 2e place, alors que tu pourras avoir peur, alors que tu pourrais être en difficulté physiquement. Je trouve que c'est fort quand même de la part de Philipsen. Alors certes, il ne gagne pas, mais sa capacité à revenir après une chute dès le lendemain, je trouve ça quand même assez solide de la part du coureur belge. Et ça montre quand même une belle combativité et un bel état d'esprit. Aussi, parce qu'il aurait pu dire aujourd'hui je fais pas le sprint, je récupère. Non, il a été chercher le sprint parce qu'il sait qu'ensuite il y aura San Benedetto del Tronto, parce que demain je crois que c'est vallonné sur cette course, donc il n'y aura pas 150 opportunités.
Donc voilà, il a fait un bon choix, Jasper Philipsen, et ça a été une belle tape. Oui, demain, il y aura 3000 mètres de dénivelé positif, mais il y aura la bosse hors catégorie, ça sera bien plus proche de l'arrivée. Je vous dis ça parce que j'ai pas encore fait la présentation des parcours, parce que j'ai du retard, vu qu'hier, pendant 2 heures, voilà, j'ai eu pas d'internet. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, Tim Merlier, c'est pas un Tirreno auquel on s'attendait forcément pour Tim Merlier. Alors certes, il y a sa deuxième place, je crois, derrière Philipsen, mais bon, il se rate quand même complètement sur ce sprint, donc c'est une deuxième place, comment dire, au moins très frustrante, très moyenne, parce que il fait quand même beaucoup d'erreurs sur ce sprint-là. Et puis aujourd'hui, il n'est pas du tout dans le coup. La veille aussi, il est lâché dans le final. Hein. Il finit à 52 secondes. Il finit dans le groupe Alaphilippe. Je pense même qu'Alaphilippe n'est pas tombé. Je pense qu'Alaphilippe est resté avec Merlier. Je pense qu'il y a eu un. Voilà, il a essayé de ramener Merlier et ils ne sont jamais revenus. Là aujourd'hui, Merlier, il finit aussi très très loin. Hein. Il finit à 5 minutes. C'est vrai que c'est pas le Tirreno auquel on s'attendait. Alors, est-ce que encore une fois, la difficulté de courir en Arabie Saoudite, enfin aux Émirats, et de revenir en Europe, parfois les conditions climatiques sont très difficiles, surtout que sur ce Tirreno, on peut pas dire qu'il fasse extrêmement chaud pour le moment. Donc c'est peut-être ça qui met en difficulté Tim Merlier. Peut-être qu'il n'a pas supporté l'étape aussi. Hein. J'avais dit ce matin, lors de la présentation, que la montée à 1500 mètres d'altitude, certains coureurs ne l'apprécieraient pas des masses sur cette journée. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se dire que c'est un petit peu dommageable pour Tim Merlier parce qu'il y avait de quoi faire. Et que pour le moment, il va peut-être falloir attendre San Benedetto del Tronto désormais, vu que les 2 prochains jours vont être difficiles. Demain et surtout samedi, où on va monter en altitude. Donc c'est un petit peu frustrant pour Tim Merlier parce que si à San Benedetto del Tronto ça se passe pas très bien, on pourra se dire on a mis quand même un petit peu une équipe à son service pour pas un grand résultat, à part une deuxième place très frustrante jusqu'à maintenant. Voilà, donc un petit peu dommageable. Lui qui était pourtant en pleine baraka, je dirais, du côté des Émirats, le retour en Europe, la clacasse fait un petit peu mal pour le moment. Deuxième bonnet d'âne du jour, Pidcock. A pas compris la stratégie de Pidcock. Alors je sais pas si c'était lui qui devait sprinter pour l'équipe. Est-ce que c'était Sheffield? Parce que je me suis vraiment posé la question. Parce que je me dis que si c'était pas lui qui devait sprinter, il n'aurait jamais dû se retrouver en première position du peloton. Enfin, surtout à 600 mètres de l'arrivée. Enfin, normalement, si tu sais que c'est toi qui vas sprinter, t'essayes de te recaler dans les roues derrière. Donc je me dis, est-ce qu'il travaillait pour Sheffield, mais que c'est Sheffield qui n'a pas fait le sprint? Première possibilité. Deuxième possibilité, il s'est complètement planté. C'est-à-dire qu'ils ont tenté une stratégie qui n'a pas marché du côté de Pidcock. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est très particulier en termes de stratégie sur cette étape parce que soit c'était lui le sprinter numéro 1 et dans ce cas-là, fallait pas qu'il soit en première position et il y avait des possibilités pour qu'il ne soit pas en première position, c'est-à-dire qu'il attendait vraiment que d'autres équipes lui passent devant et il pouvait en plus le faire avant de se retrouver vraiment devant le fait accompli. Soit il devait travailler pour Sheffield, mais alors dans ce cas-là, il n'a pas fait un gros tempo pour soit ramener Sheffield ou soit pour permettre au peloton de revenir sur Abrahamson. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça s'est pas bien passé et ça n'a pas été une grande journée pour Pidcock. Donc c'est pour ça que je l'ai mis bonnet d'âne parce que soit d'un côté la stratégie n'était pas bonne, soit de l'autre côté, c'est plutôt une erreur tactique parce que je pense que quand t'es un seul équipier pour aider ton leader, faut mieux rester à côté de ton leader que d'essayer de faire un tempo et un train sur 200 mètres ou 300 mètres et de laisser ton leader 3 km derrière. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on peut dire quand même ce soir, c'est que ça n'a pas été efficace du côté de Thomas Pidcock. Je poursuis, Guermeil. Bon, déjà, lui, il est bien emmené. On peut saluer encore le beau travail qu'a fait le Rensrex. Il marche sur l'eau en ce moment, le Rensrex. Depuis le week-end d'ouverture en Belgique,
C'est du très très costaud quand même en ce début de saison de la part du Belge. Il est vraiment sur un gros tempo et j'attends de voir ce que ça va donner, notamment sur le Tour des Flandres et notamment sur Paris-Roubaix. Il est bien entouré, Guermeil, sauf que quand il lance son sprint, de la vue d'hélicoptère, moi je trouve qu'on ne voit pas véritablement de la puissance qui s'exprime, quoi. C'est-à-dire que moi je trouve qu'en termes de ressenti visuel, son sprint est assez plat et il sort encore le coude. Sur Philipsen, il sort le coude. Va falloir qu'il apprenne à être dépassé parfois quand même, Guermeil, parce que voilà, ça fait 2 sprints où là il sort le coude, il n'y a pas d'intérêt à sortir le coude à ce moment-là, il est moins rapide que Philipsen, de toute manière il ne pourra pas contrer Philipsen. Plus le sprint face à Zinglé, où là il est à 2 doigts d'envoyer Zinglé contre les balustrades. Bon, hier il ne fait pas le sprint, il finit 28e, mais sur 2 sprints qu'il a réalisés pour le moment dans cette course, à chaque fois qu'il y a une action qui est limite. Ça serait bien qu'il se calme, Guermeil, parce que sinon ça va devenir Molano, quoi. Molano ou Varechkol qui font ça de temps en temps. Molano il le fait très souvent, mais ça va pas être terrible en termes d'image pour Guermeil. Là, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et déjà l'année dernière, il y a eu des sprints où il avait eu des actions irrégulières. Donc, est-ce que dès qu'il est en difficulté, il pense que comme en Formule 1, en changeant de trajectoire, ça peut le faire? Déjà en Formule 1, tu peux être sanctionné quand tu changes trop souvent de trajectoire. Quand tu as une position trop défensive, Guermeil, il va se faire alors énormément sanctionner. Et au bout d'un moment, je pense que son équipe va en avoir marre. Donc ça serait bien de réussir à faire des sprints réguliers de la part du coureur érythréen, parce que c'est vrai que là, c'est pas fantastique. Lui aussi, il aura encore une opportunité à San Benedetto del Tronto, parce que je pense que demain, la montée hors catégorie, ça sera trop compliqué pour lui. Puis je termine avec Mark Cavendish. Pas très rassurant quand même l'image à 70 bornes de l'arrivée, complètement lâché. Mark Cavendish, bon, encore une fois, hein, l'objectif est le Tour de France, mais s'il arrive avant le Tour de France sans aucune confiance en lui, ça va être quand même problématique pour Mark Cavendish, et ça sera compliqué d'aller chercher un super résultat. En plus, pour Cavendish, les premiers jours vont pas être faciles, il faudra rentrer dans les délais, ce qui sera peut-être pas si évident que ça pour le coureur britannique, donc ça serait bien d'avoir un minimum de niveau. Or là aujourd'hui, c'était pas fantastique ce que nous a fait Mark Cavendish en étant éliminé très loin de l'arrivée. Alors je m'attendais pas à un résultat aujourd'hui de Mark Cavendish, mais je m'attendais quand même à ce qu'il soit pas éliminé à 70 bornes de l'arrivée. Il finit à 14 minutes, très loin avec Morkov et Regot, c'est-à-dire qu'il finit à 5 minutes de Joseph Cerny qui pourtant est lâché tout seul dans la course, donc ça veut dire que vraiment ils ont perdu beaucoup de temps et ils ont dû cravacher. Il y a Varechkiold également qui était dans leur groupe, mais je trouve qu'à 70 bornes de l'arrivée, voilà, il était vraiment pas au top. Et voilà, du côté de Cavendish, il faut quand même avoir un minimum de niveau si tu veux être performant sur un Tour de France, et son objectif c'est d'être performant sur le Tour de France, donc ça serait bien de monter en puissance pour le coureur britannique qui pour l'instant s'est imposé sur le Tour de Colombie, mais qui a eu un UAE Tour très compliqué, jamais dans le top 15, et là sur ce Tirreno Adriatico pour le moment il n'a jamais été dans le coup. Donc ça serait bien un petit peu de muscler son jeu du côté de Mark Cavendish, de réussir à avoir surtout des résultats pour le coureur britannique. Ça serait bien dans les jours à venir. Peut-être à San Benedetto del Tronto, mais c'est un sprint technique. Et Cavendish, ça fait quand même déjà ses quick steps, il avait du mal sur les arrivées qui étaient très techniques. Et du souvenir que j'ai de San Benedetto del Tronto, il y a notamment une sorte de chicane à 1 km de l'arrivée qui est pas simple à prendre. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!